Dans l'actualité ce soir, Bernard Thibault aurait été la cible d'une tentative d'espionnage. Le dirigeant de la CGT a porté plainte aujourd'hui après la découverte de matériel électronique dans sa voiture. Un enfant est toujours entre la vie et la mort après avoir été frappé par la foudre sur un terrain de football hier soir près d'Avignon. Des orages violents ont fait de gros dégâts en Bourgogne et dans le sud-ouest. L'inflation est au plus haut depuis 1991, plus 0,5% au mois de mai. Les prix ont augmenté de 3,3% sur un an, essentiellement à cause de l'énergie et de l'alimentation. Le mouvement des routiers s'envenime en Espagne et au Portugal. L'aéroport de Lisbonne n'est quasiment plus ravitaillé en carburant. Plusieurs camions ont été incendiés. À l'étranger, le Canada face à son histoire. Le gouvernement demande solennellement pardon aux Indiens et aux Inuits pour avoir nié leur culture et leur mode de vie. Pendant un siècle, les enfants ont été arrachés aux familles pour être placés en pensionnat. Enfin, l'Euro 2008, le Portugal s'impose face à la République tchèque. 3-1, début que nous verrons à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. A-t-on cherché à surveiller ou à espionner Bernard Thibault? C'est pour la justice la piste la plus probable. Après la découverte à son domicile, dans sa voiture, de matériel suspect, il pourrait s'agir d'équipements d'écoute ou de localisation. Une plainte est déposée. Franck Genozo, Patrick Desmully. Bernard Thibault s'assoit toujours à l'arrière droit de son véhicule de fonction. C'est là, dans une enceinte de la portière, qu'il découvre ce matin une carte informatique. C'est un tournevis et un fil dénudé, oublié au pied de la voiture dans son garage, qui lui ont mis la puce à l'oreille. On ne peut pas parler de micro pour l'instant. On a découvert du matériel informatique qui pour la police est qualifié comme matériel de surveillance, qui n'a rien à faire dans mon véhicule et qui a été placé par effraction dans la nuit. Donc maintenant la police est saisie et j'espère que son enquête va nous permettre d'en savoir un peu plus. Ce matériel était-il destiné à écouter ses conversations ou à suivre ses déplacements à la trace? Qui est à l'origine de cette intrusion à son domicile? Le parquet d'Evry a ouvert une enquête et la carte informatique doit être prochainement expertisée. Sur chacun de ces déplacements, 2 gardes du corps accompagnent le secrétaire général de la CGT. Au centre de l'actualité sociale, Bernard Thibault avait déjà découvert devant son domicile une tête de cochon plantée d'un poignard. C'était en février 2006. Il avait porté plainte. L'enquête n'avait pas permis d'identifier les coupables. Et on se souvient surtout qu'il y a quelques semaines, Olivier Besancenot avait porté plainte dans un dossier du même genre. Alors que sait-on de ces pratiques de surveillance? Qui en sont les commanditaires? Autant le dire, il y a plus de questions que de réponses. Olivier Caroff, Jean-Jacques Le Garec. Patrick Moigne, commissaire divisionnaire, chargé des fraudes aux moyens de paiement. Il vendait des informations confidentielles tirées de fichiers de police, mais pour qui? Olivier Besancenot, leader d'extrême gauche, ses comptes bancaires épluchés, son domicile espionné, mais par qui? On porte plainte contre X pour que, notamment, pour atteinte à la vie privée, pour qu'une enquête soit faite et savoir quels sont finalement ceux qui ont commandité tout ça, voilà. Dans ces affaires récentes, un terme revient, les officines. Certaines ont pris le nom de cabinet d'intelligence économique au point d'énerver sérieusement cet ancien policier. Lui a créé une société de conseil. Il montre volontiers son catalogue de correspondants à l'étranger, capable d'enquêter sur l'honorabilité d'un partenaire ou la stratégie d'un concurrent, mais sans jamais verser, dit-il, dans l'espionnage. Ces amalgames entre officines et sociétés de conseil, entre officines barbouzardes et sociétés de renseignement privées, cet amalgame, il est dû essentiellement à une opacité qui est entretenue. Les plaintes sont nombreuses, les procès sont rares. Récemment, cet ancien des services secrets, passé par la sécurité du groupe Canal+, était poursuivi pour diffamation. Selon lui, Bruno Gassio, l'un des auteurs des Guignols de l'info, avait été espionné par ses employeurs. Lui aussi a porté plainte. L'enquête est toujours en cours. Autre titre de l'actualité, les intempéries. Rarement un printemps aura été aussi agité. Hier soir, un groupe d'enfants a été surpris par la foudre sur un terrain de football près d'Avignon. L'un d'entre eux est toujours en réanimation et le pronostic des médecins est réservé. Pierre Monégier, Pascal Caron. La foudre s'est abattue au beau milieu du terrain. Les benjamins du club de foot sont alors en plein entraînement. Au premier coup de tonnerre, l'entraîneur interrompt la séance. Mais en regagnant les vestiaires, 6 enfants de 11 à 12 ans s'écroulent, foudroyés. L'un d'eux ne se relève pas.
Le petit qui est tombé, donc est tombé en arrêt. Et l'entraîneur lui a prodigué heureusement les premiers soins, le massage cardiaque et le bouche à bouche. Et ensuite les secours et toute la cellule sont arrivés. L'enfant a été hospitalisé à Marseille dans un état grave. Les 5 autres sont légèrement blessés. Ce phénomène est rare mais pas unique. Regardez ces images. Elles ont été prises il y a 10 ans en Afrique du Sud. Un éclair en plein match. 6 joueurs restent à terre. En France, chaque année, la foudre frappe plus d'une centaine de personnes, faisant entre 10 et 20 morts. Des morts souvent liées à une méconnaissance des orages. Ainsi, les pylônes d'éclairage des terrains de sport ne constituent pas un paratonnerre. Et les espaces dégagés comme les stades sont loin d'être sans risque. Le terrain peut servir de conducteur. La foudre ne vous touche pas. Elle va tomber à 100, 50, 10 mètres. Simplement, vous allez avoir un courant de sol qui va circuler et les gens vont être électrocutés par ce courant de sol. La saison des orages est actuellement à son pic. Météo France a relevé près de 80 000 impacts de foudre ces dernières 24 heures. Effectivement, plus à l'ouest, des trompes d'eau se sont abattues sur plusieurs départements. Il y a des dégâts dans le Gers, le Lot et le Lot-et-Garonne. Exemple à Roquefort. Sur place, Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Un orage d'une rare violence au sud d'Agen. Un petit ruisseau s'est transformé en torrent hier soir après 21 h. Conséquence, plusieurs automobilistes pris au piège. Des habitants sortis d'affaires in extremis grâce au treuil des pompiers. Ce matin, familles et proches sont venus apporter un peu de réconfort. Mais le traumatisme est toujours présent. On s'est fait prendre par les eaux, nous sommes sortis par la fenêtre et dans les voisins derrière. On a eu très peur. Très peur, j'ai cru perdre la vie. Plus de 100 maisons ont subi de gros dégâts. Il est tombé 80 mm de pluie en quelques minutes, l'équivalent d'1 mois et demi de précipitations. Les sinistrés décrivent une vague. Dans les habitations, l'eau est montée rapidement à plus d'1 mètre de hauteur. Le maire n'a pas hésité à porter secours à ses concitoyens. Dans l'affaire de 30 secondes, 1,50 m d'eau est arrivé, a passé par-dessus la fenêtre et j'étais là, avec Josette sur les épaules et son mari là-dessus. Mais oui, parce que moi, comme je suis petite, j'avais de l'eau là, moi. Donc il m'a mis sur ses épaules et puis il a attendu que ça descende un peu pour me mettre là-dessus et puis voilà. La journée a été consacrée au grand nettoyage. Pour aider les sinistrés, une centaine de pompiers et même l'armée. Chez les sinistrés, tout est détruit ou presque. Alors le mobilier, la hi-fi, tout ce qui est appareil ménager, ordinateur. De nombreux habitants sinistrés passeront la nuit prochaine chez des proches ou dans des gymnases mis à disposition. Des orages aussi en Bourgogne, image ici de Dijon où des caves, des maisons, des magasins ont été inondés. Les pompiers sont intervenus à des centaines de reprises. Quelques personnes ont même dû être évacuées. Attention, les orages vont continuer. Météo France émet un bulletin d'alerte jusqu'à demain 16 h avec, vous le voyez, en risque de crue, en particulier dans les Hautes-Pyrénées et le Gers. L'économie, les prix, toujours à la hausse. L'INSEE a publié les chiffres du mois de mai, plus 0,5% au total sur l'année écoulée. L'inflation est de 3,3% et c'est une augmentation qui n'avait pas été atteinte depuis 1991. Essentiellement, on l'a dit, à cause de l'énergie, fuel et carburant, et de l'alimentation. Alors vous le savez, c'est une tendance observée depuis plusieurs mois. Conséquence, notre consommation évolue. Les articles de marque les plus chers sont délaissés au profit des produits proposés par les distributeurs. Tous les magasins le constatent et c'est ce que confirme une étude du magazine LSA à paraître demain. Caroline Thébault, Jean-Pierre Rival. J'ai du coton, j'ai des céréales. Difficile ici de reconnaître les marques, car dans les chariots comme dans les rayons, les sigles Leclerc, Casino ou Auchan remplacent petit à petit les logos bien connus. Ça représente quoi dans un caddie? Oh, quasiment plus de la moitié de mon caddie. Oh, les 2/3. À qualité égale, c'est sensiblement moins cher. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais pas. Un effet prix bien réel. En moyenne, pour un produit de 10 € de marque connue, celui du supermarché est à 7. Le premier prix fabriqué aussi par le distributeur est à 4. Des produits moins chers qui gagnent du terrain. En 6 mois, ils ont augmenté de plus de 3%, quand les grandes marques, elles, baissent de 3,5%. Un succès qui concerne surtout les aliments de base. Si on prend les conserves, si on prend les confitures, c'est des secteurs qui marchent très très bien. Après, il y a des secteurs qui marchent un peu moins bien, là où la marque fait son
travail, de marketing et de communication. Seul hic, ces produits fabriqués par les supermarchés sont les premiers touchés par l'inflation. En un an, le prix d'un paquet de pâtes grande marque a augmenté de 20% contre 30% pour le paquet premier prix. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de frais de commercialisation, l'emballage est plutôt bas de gamme. Donc effectivement, l'essentiel du coût, c'est la matière première. Et si la matière première explose, le coût explose, c'est logique. Conclusion, ce sont les familles modestes, principaux acheteurs de ces produits peu chers, qui ressentent le plus la hausse des prix. La hausse des prix qui est à l'origine aussi du conflit des routiers. En France, il y a du mieux. Le blocus du Pertus a été totalement levé en attendant des négociations la semaine prochaine. Sur un autre point de passage en revanche, à Biriatou, la frontière des Pyrénées reste bloquée par les chauffeurs espagnols. L'Espagne, ou comme au Portugal, la situation est de plus en plus tendue. Certains marchés ne sont plus livrés et des camions ont même été incendiés. Arnaud Boutet. Les camions étaient alignés, ils formaient le piquet de grève d'Alicante. Vers 4 heures ce matin, une cabine a pris feu. Le routier qui dormait a été grièvement brûlé. Après 3 jours de colère, la police peine à lever les barrages. Et parfois, lorsque les grévistes renoncent, ils ne baissent pas pour autant les bras. On s'en va, mais on va continuer ailleurs, d'une autre manière. Conséquence, à Lisbonne, faute de kérosène, les avions ne décollent plus, à l'exception de quelques vols prioritaires. L'essence devient si rare que la police escorte les camions qui circulent encore. Au Portugal, ce n'est pas encore la paralysie, mais plutôt la vie au ralenti, avec ici le système D, le simple bidon pour quelques litres de carburant. J'ai besoin de faire le plein. Il n'y a plus rien. Alors je ne vais pas travailler. Faute de distribution, les fruits et légumes finissent sur la chaussée. La grève provoque des pénuries comme pour le lait, et rares sont ceux qui peuvent encore en profiter. Et cette flambée du prix des carburants est un défi pour l'industrie automobile. Cette fois, le virage est pris. Tous les constructeurs travaillent sur des alternatives à l'essence. Dans les 12 à 24 mois qui viennent, des dizaines de modèles vont voir le jour. Enquête Luc Bazizin, Christophe Vignal. Respecter la nature tout en protégeant son porte-monnaie, une équation devenue difficile. Aujourd'hui, le GPL permet de diviser par 2 la facture de carburant, 75 centimes le litre. Pour cette petite Chevrolet, par exemple, le plein reste inférieur à 22 €. Même s'il consomme un peu plus, le GPL permet à l'achat de bénéficier de 2000 € de bonus écologique. C'est 0 émission de particules, c'est 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Et dans 2 ans, on sort de la logique du pétrole. Voici la voiture que nous pourrons conduire. Écoutez sa musique. Fini le bruit des pistons, l'électricité règne sur la mécanique. Des batteries lithium-ion offrent une autonomie de 64 km. 75% des gens qui conduisent moins de 64 km par jour peuvent dire au revoir aux stations-service. Et ce qui est génial, c'est que quand vous rechargez la voiture sur la prise électrique chez vous, vous divisez le coût par 4, soit environ 2 centimes du kilomètre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, un moteur d'appoint fonctionnant à l'éthanol produit de l'électricité et accroît l'autonomie jusqu'à 700 km. Dans 3 ans, Renault proposera une voiture toute électrique. Et pour gagner du temps, dans les stations-service, en moins de 5 minutes, votre batterie épuisée sera échangée contre une pleine. Cette énergie pour l'automobile pourra avoir plusieurs provenances. L'électricité peut être produite par des éoliennes, des centrales nucléaires ou de l'électricité solaire. Et ça, pour nous, ça marche pour probablement un 5e ou un quart du parc mondial. Et dès le mois de juillet, lors du sommet du G8, cette Mitsubishi toute électrique, la i-MiEV, transportera les présidents. Et dans un avenir un peu plus lointain, les constructeurs nous promettent toujours la voiture à pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. Un projet pour 2015 plus écologique et plus économique. On est de l'ordre de quelques euros. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du carburant que l'on connaît aujourd'hui. On est vraiment dans une rupture technologique qui construit l'avenir. Toujours électrique mais encore plus propre, l'énergie solaire alimente les batteries de ce prototype Fila, imaginé par Fiat avec l'école polytechnique de Turin. Même idée pour cette sportive Venturi, des rêves à 4 roues qui devraient nous faire voir l'automobile sous un nouveau jour.
Et puis conséquence aussi pour le transport aérien. Pour la 4e fois depuis le début de l'année, Air France annonce un relèvement de ses tarifs pour faire face à cette augmentation des prix du carburant, entre 2 et 20 euros d'augmentation selon les vols. En bref encore, il n'y aura pas de journaux nationaux dans vos kiosques demain. Le syndicat du livre observe une grève de 24 heures. Une information qui n'est pas passée inaperçue. Alors que l'État cherche par tous les moyens à faire des économies, les dépenses de l'Élysée ont augmenté de plus de 8% entre 2006 et 2007. Questionné sur le sujet, le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, a justifié cette hausse tout à l'heure. Alexandre Cara, Bernie Merriot. Ce matin à l'Élysée, Nicolas Sarkozy annonçait de nouvelles mesures pour rendre l'État plus économe. Hasard du calendrier, à peu près au même moment est rendu public le budget de l'Élysée pour 2007. 8,4% d'augmentation par rapport à 2006, soit au total près de 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Pour le porte-parole du gouvernement, un président qui travaille plus, c'est forcément un président qui dépense plus. Alors effectivement, il y a 8% d'augmentation des dépenses, mais pour 300% d'activité en plus. Rome, la Bavière, Athènes, le Liban, voilà l'agenda présidentiel des 10 derniers jours. En augmentation encore, le traitement du courrier ou la dotation personnelle du chef de l'État. Au chapitre économie, les frais de bouche, moins 44% sur le vin et même moins 5% sur la garden party. Pour l'opposition, ce qui coûte cher, c'est d'abord l'inflation des collaborateurs élyséens. Au moment où les caisses sont vides et où la politique consiste à demander aux administrations de faire mieux avec moins d'argent, à l'Élysée, c'est plus d'argent et plus de fonctionnaires. L'Élysée rappelle qu'il s'agit d'une année de transition et promet pour 2008 un budget plus complet et plus transparent. Comment réduire la surpopulation dans les prisons? Le gouvernement a présenté aujourd'hui un avant-projet de loi. On estime aujourd'hui que pour 100 places, il y a 125 détenus en moyenne. L'une des mesures phares est le développement du bracelet électronique qui reste encore marginal aujourd'hui. Aurélia Guim. Dans certaines maisons d'arrêt, on compte parfois 4 détenus par cellule. La population carcérale continue d'augmenter. Il y a aujourd'hui 63 645 détenus pour un peu plus de 50 000 places dans les prisons françaises. Une population majoritairement masculine puisque seulement 3% sont des femmes. Mais surtout, plus d'un tiers des personnes incarcérées sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été jugées. C'est pour tenter de réduire ce chiffre que l'avant-projet de loi pénitentiaire propose l'assignation à résidence sous surveillance électronique. C'est-à-dire qu'en attendant leur procès, les mises en examen et les suspects qui encourent au moins 2 ans de prison pourraient en fait être soumis au bracelet électronique, mais rester chez eux ou dans tout autre lieu décidé par le juge. À ce jour, un peu plus de 3000 personnes portent ce bracelet électronique, une mesure alternative à la prison qui devrait être privilégiée, tout comme la semi-liberté ou la libération conditionnelle. Des mesures toujours considérées comme le meilleur moyen de lutter contre la récidive. Pour les détenus, l'avant-projet de loi préconise plus de liens avec l'extérieur et une meilleure préparation à la sortie. Il instaure notamment un parcours d'exécution de la peine, une sorte de contrat avec des objectifs à atteindre et un bilan régulier. Concernant le principe d'une cellule individuelle systématique, il faudra encore attendre, matériellement impossible et pas toujours souhaité par les détenus, selon la chancellerie. Et le principal syndicat de magistrats, l'USM, dénonce, je cite, les contradictions de Rachida Dati. Selon lui, on veut par tous les moyens renforcer les peines d'emprisonnement avant de chercher des solutions pour mettre les gens dehors. Fin de citation. La France, en tout cas, n'est pas la seule à être confrontée à cette question des conditions d'enfermement. Voici une prison qui semble à des années-lumière de nos pratiques. En Norvège, un établissement pénitentiaire a été créé sur une île. Il n'y a ni murs, ni barreaux, ni surveillance électronique. Reportage Julien Beaumont, Didier Daran. La mer pour seul barreau. Bastogne, une île-prison à 75 km au sud d'Oslo. 115 prisonniers en liberté. Ils ont violé, trafiqué, tué. Peu importe le crime, ce qui compte pour venir ici, c'est la motivation et tout le monde travaille. Comme Joren, condamné à 9 ans pour trafic de stupéfiants. Mais il préfère nous montrer ses nouveaux compagnons de cellule et oublier la prison dont il vient. En fait, quand vous entrez en prison, vous apprenez tout, tous les trucs, tout ce qu'il faut savoir pour être un parfait malfrat. Ici, vous n'y pensez jamais, parce que ici, c'est du travail normal. On n'apprend que des choses utiles. Les autres ont appris ici à être bûcherons, agriculteurs, pêcheurs, charpentiers. Ils entretiennent les bâtiments ou vendent leur production.
Résultat, un prisonnier coûte 110 € par jour, 62 moins que dans les autres établissements. Oyvind Hennes est arrivé ici il y a 8 ans, un directeur et des idées, miser sur la réinsertion des détenus. Car en Norvège, la peine maximale est de 21 ans, quel que soit le crime. La plupart deviendront donc nos voisins. C'est pourquoi je pense qu'il est important de créer une prison où ils puissent apprendre à devenir des citoyens ordinaires, à travailler sur eux-mêmes. Alors les prisonniers vivent dans des maisons sans gardien et ce n'est pas la seule surprise. C'est vous qui avez la clé? Oui, bien sûr, personne d'autre que moi peut entrer. Même pas les gardiens? Non, non. Les détenus doivent accomplir des tâches ménagères à tour de rôle. Il est 15 h, les 69 employés quittent l'île sans se retourner, seuls 5 gardiens restent. Vous n'avez pas peur? Non, si j'avais peur, je ne pourrais pas travailler ici. Mais personne ne s'évade? On a eu 5 évasions en 10 ans, c'est bien moins que dans une prison normale. Un logement et un emploi, voilà ce que propose l'établissement à tous ceux qui sortiront d'ici. Du coup, le nombre de récidivistes est en chute libre. Une prison à contre-courant. On reste à l'étranger avec une grande journée pour l'histoire au Canada. La cérémonie solennelle se tient aujourd'hui. Le Premier ministre va demander pardon aux Indiens et aux Inuits pour avoir voulu éradiquer leur mode de vie. Pendant un siècle, les enfants ont été arrachés aux familles et à leur culture pour être placés en pensionnat. Dorothée Cochard. Donner un prénom à un enfant de tribu. L'occasion d'une fête rituelle chez les Indiens du Canada. Une fête interdite pendant des dizaines d'années sous peine de prison. De la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 70, 150 000 autochtones ont été assimilés de force par les colons européens. 150 000 enfants séparés de leur famille, contraints de vivre dans des pensionnats dirigés par des institutions chrétiennes. Victimes du mot d'ordre civilisateur de l'époque, il faut faire sortir l'Indien de l'enfant. Ils ont essayé de nous faire oublier notre identité indienne. Maintenant, nous savons ce qu'il y avait derrière ce système d'assimilation. Ils voulaient faire de nous des hommes blancs. Pour ces enfants déracinés, âgés parfois de 6 ans seulement, interdiction de parler leur langue maternelle, il faudra assimiler l'anglais. Et interdiction de pratiquer leur religion, il n'y a de Dieu que celui des chrétiens. On n'avait pas besoin de réciter le psaume 23 pour savoir que les eaux de ce détroit étaient riches pour la pêche. Interdiction aussi de se plaindre des mauvais traitements, et ils sont monnaie courante. Brimades, violences, viols. Il y aurait au moins 12 000 victimes. Pendant ma petite enfance, on m'a élevée avec amour. Et le jour où j'ai été jetée dans ce pensionnat, j'étais juste une esclave que l'on battait et que l'on maltraitait. Le Parlement canadien, c'est là que le Premier ministre doit présenter tout à l'heure les excuses officielles du pays. 5 milliards de dollars, 3 milliards d'euros, c'est la somme prévue pour indemniser les victimes. Le prix estimé pour tourner l'une des pages les plus sombres de l'histoire canadienne. Nous retournons maintenant en Chine. Il y aura un mois tout juste demain que la terre a tremblé. À l'heure du bilan et au-delà de la situation sanitaire, il y a ce qu'on pourrait appeler un éveil des consciences. Dans un pays encore très verrouillé, des parents d'élèves ont osé et osent encore protester contre la construction des écoles qui auraient été bâclées, négligées. Elles se sont écroulées en masse. La révolte n'est pas retombée, même si la police veille. Envoyés spéciaux, Samassoula, Tristan Lebras. Les jeux sont les mêmes, mais la cour de récréation et les copains ont changé. Un préfabriqué qui regroupe les enfants survivants de plusieurs écoles effondrées. Tous ont vécu des scènes dramatiques, beaucoup ont été directement confrontés à la mort. Entre les cours, les enfants viennent jouer ici sous l'œil de psychologues. Il s'agit de repérer en douceur les plus traumatisés. Les 3 premiers mois sont capitaux, parce que le risque de suicide est très élevé chez ces enfants. Certains perdent tout goût à la vie parce qu'ils ont perdu des proches. Il faut absolument qu'ils l'expriment. Très appliquée, en apparence enjouée, cette petite fille a attiré l'attention en dessinant des animaux noirs. La psychologue a ainsi découvert que son père et son frère étaient décédés. Aujourd'hui, quand l'enfant dessine l'avenir,
il ne se passe pas dans une maison en dur, mais sous une tente juste à côté. Aucun chiffre officiel n'a été publié, seulement une estimation. 10 000 élèves tués en plein cours. Une génération entière rayée de la province du Sichuan au pays de l'enfant unique. Malgré eux, les parents de l'école primaire de Wufu sont devenus le symbole d'un combat. Ils dénoncent la corruption locale. Elle aurait conduit à ce qu'ils appellent les constructions tofu en papier mâché. On veut la justice. Savoir pourquoi les enfants ont été laissés dans un bâtiment dangereux. Un mois après le séisme, les parents font toujours le siège de l'école en attendant le résultat de l'enquête. Ils arrivent à l'heure à laquelle ils déposaient leurs enfants et repartent le soir. Mais leur lutte dérange. Une policière en civil nous demande de partir. Les parents s'interposent en notre faveur. C'est la vérité qu'ils viennent filmer. On doit raconter la réalité. Pourquoi les empêcher? C'est en vain qu'elle tente de les convaincre que nous n'avons pas le droit de nous trouver là. Appelé en renfort, un policier finit par brandir la note officielle interdisant la présence de journalistes. Les autorités redoutent que la colère et l'obstination de ses parents ne se transforment en révolte populaire. Ils leur ont promis qu'ils pourraient avoir un deuxième enfant, consolation dérisoire et prématurée. Vous croyez vraiment qu'on pense à avoir un deuxième enfant? On attend que la lumière soit faite sur cette école et ensuite on pensera à faire des projets. À l'heure où des voix s'élèvent pour demander des comptes, les autorités chinoises reprennent leurs vieilles habitudes. Après avoir fait preuve d'une transparence inédite, elles ne veulent pas prendre le risque de laisser la moindre contestation se transformer en remise en cause du régime. Et à propos de la Chine, à noter la parution de ce livre, Vivre avec les Chinois. Il est signé de notre ancien correspondant Philippe Rochaud. C'est aux éditions de l'Archipel. En bref, le suspense en Europe, c'est demain que les Irlandais se prononcent par référendum sur le traité européen simplifié. Aujourd'hui, la Finlande et l'Estonie l'ont ratifié, ce traité. Il faut indiquer que l'Irlande est le seul pays où les électeurs sont appelés aux urnes sur le sujet. Partout ailleurs, c'est le Parlement qui doit en décider. Au Soudan, un accident d'avion a fait au moins 30 morts et des dizaines de disparus hier soir. L'Airbus a pris feu, semble-t-il, après l'explosion d'un de ses moteurs lors de son atterrissage à l'aéroport de Khartoum. L'enquête est en cours. Retour en France, vous vous souvenez sans doute du coup de colère de Rachida Dati à l'Assemblée la semaine dernière. Elle avait mis en cause, en des termes très vifs, la politique des grands frères menée dans les banlieues. Dans les années 80 et 90, beaucoup de mairies avaient investi sur des jeunes de 20 à 30 ans pour encadrer leurs cadets. Ce sont les dérives de cette pratique qui sont mises en cause aujourd'hui, notamment par les associations de défense des femmes. La politique des grands frères est-elle vraiment un échec? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Vincent Fischmann, David Dameda. Pour seul horizon, du béton depuis toujours. Charlie Kouassi n'en tire aucune fierté, aucune colère. Seulement une connaissance précise de son quartier à Villiers-le-Bel. Donc on joue au foot avec les petits, on organise les fêtes de quartier. Il est considéré comme un grand frère. Il est plus âgé, respecté, mais surtout c'est lui qui parle aux plus jeunes, qui les guide. C'est cool alors. Pour cadre, il donne des cours d'arts martiaux. Oui, garde. Chaque semaine, il s'occupe d'une trentaine de jeunes en plus de son métier. Du sport, mais aussi une certaine idée de la vie. Je les ramène dans une bonne voie. De dealer, c'est pas bien. De casser, c'est pas bien. Ça peut ramener que des problèmes. Sinon, c'est la prison. Direct. Avoir des problèmes avec les flics, on en a marre. Nous, on veut faire quelque chose de bien dans le quartier. Grand frère, l'idée est née à la fin des années 80. Face à la montée de la violence dans les quartiers les plus difficiles, il est temps d'agir. On a édité, modestement, 4 petites pages, à l'intérieur desquelles il y a toutes les activités, des projets qu'on va mettre en place, mais pas dans 3 mois, dès demain, dès après-demain. Pour cela, les municipalités de gauche comme de droite décident de recruter comme médiateurs des jeunes issus de ces quartiers. Mais l'idée a son revers. Sevran, banlieue parisienne. Comme partout, la mode des grands frères s'est imposée ici. En 2001, Stéphane Gatignon est élu maire. Il découvre le système et ses travers. On essayait d'acheter un bout de paix sociale, en essayant d'acheter quelques jeunes de ces quartiers, entre guillemets les grands frères, pour se dire ça va calmer le jeu, quoi. Et si on les emmerde pas, si on les embauche et si on les envoie au ski, en gros on sera tranquille sur le reste de l'année.
Convaincus de leur autorité, des maires vont parfois jusqu'à recruter des caïds locaux, des gros bras pour jouer aux grands frères. Ailleurs, on choisira un ancien champion ou un ex-militant associatif. Toujours des hommes, ils veillent sur le quartier, mais parfois s'occupent un peu trop de la vie privée des filles. Les grands frères contrôlent les filles, tout simplement parce que c'est son honneur qui est en jeu. Ce sont d'abord le contrôle des sorties, le contrôle de la tenue vestimentaire, le contrôle de la personne avec qui vous avez envie de parler dans la rue, le contrôle de la personne avec qui vous avez envie de vivre. Autre mairie, autre réalité. À Chanteloup-les-Vignes, même si on critique cette politique, on admet qu'elle a parfois du bon. On a réussi à limiter un certain nombre de tensions dans les quartiers parce que le dialogue était plus facile. Il fallait par contre bien expliquer le rôle qu'ils avaient par rapport à la police, par rapport à la population. Ça, c'était ni des balances, ni des policiers bis. Quartier du Petit Nanterre, à l'ouest de Paris. Et regarde, est-ce que tu vois un B? Il y a un B quelque part là? Non. Bah pourquoi tu me fais B? À l'association Ziva, pas de grands frères, mais des éducateurs, même si la structure est née à la même époque. Ici, on entretient la mixité et on mise sur le soutien scolaire, pour que les enfants aient une ambition autre que celle de devenir grands frères. On a aussi mentalement, via cette politique de grands frères, mis dans la tête de gamins et de parents que la seule perspective d'avenir que nous avions, c'était d'être grands frères et c'était héréditaire, on va dire. Aujourd'hui, la plupart des municipalités sont revenues sur cette politique. D'autres l'ont conservée et l'ont même transformée. Dans certains quartiers populaires, ce sont les plus religieux que l'on appelle maintenant grands frères. En 2005, pendant les émeutes, on les a même parfois chargés d'éteindre le feu. La présentation par Jean-Louis Borloo en Conseil des ministres d'un projet de loi de programme sur le Grenelle de l'environnement. Le texte porte notamment sur les économies d'énergie. Les émissions de gaz carbonique sont en effet, vous le savez, présentées comme la cause des changements climatiques. Une nouvelle étude française vient de le confirmer. Grâce aux carottes glaciaires prélevées dans l'Antarctique, on peut maintenant remonter non plus 400 000 ans, mais 800 000 ans en arrière pour faire des comparaisons. Gilles Marinet, Jean-Yves Blanc. Base scientifique franco-italienne Concordia, en Antarctique. Ici, la calotte glaciaire a mis 800 000 ans à se constituer. Sur 3 km d'épaisseur, elle contient de petites bulles d'air, lesquelles renferment des informations sur le climat passé. Mètre après mètre, la glace a été forée au plus profond pour livrer des échantillons. Voici un échantillon, un quart de carotte qui est stocké ici et qui a été foré à 3100 mètres de profondeur. L'étude des bulles d'air a révélé sur 800 000 ans une étroite relation entre la température et le taux de CO2 présent naturellement dans l'atmosphère. Les courbes se confondent. Elle confirme également que depuis le 19e siècle et l'avènement de l'industrie, le taux de gaz à effet de serre a grimpé en flèche. Une rupture avec les variations naturelles inscrites dans la glace. On a aujourd'hui 30% de plus de dioxyde de carbone, plus de 2 fois plus de méthane que pendant aucun épisode chaud des derniers 800 000 ans. Donc la rupture, c'est aussi que aujourd'hui les gaz à effet de serre ne sont pas un amplificateur, ils sont le moteur de l'évolution du climat depuis une trentaine d'années déjà, et puis pour les décennies, les siècles à venir. Cette étude confirme tous les travaux précédents, ainsi que les observations comme l'accélération de la fonte estivale de la banquise au pôle Nord. Au fond, les choses vont peut-être beaucoup plus vite qu'on ne croit. Et les fourchettes sur le risque climatique, eh bien, il faut peut-être prendre la fourchette la plus pessimiste du réchauffement. La prévision la plus pessimiste évoque 6 degrés de plus à la fin du siècle. Aujourd'hui, plus personne ne conteste la notion de réchauffement. C'est sur son ampleur que porte désormais l'essentiel des débats. L'environnement encore avec la disparition progressive des vautours. L'espèce semble menacée car il est désormais interdit de laisser à l'air libre les carcasses de bêtes mortes qui constituaient leur nourriture. Et du coup, les rapaces commencent à s'en prendre aux animaux vivants. Les éleveurs sont inquiets. Sur place, David Bazier, Bernard Bonnard. Pour la faune sauvage, c'est une catastrophe. 30% des vautours des Pyrénées auraient disparu en moins de 3 ans. Ils meurent de faim depuis qu'une directive européenne rend obligatoire l'incinération des carcasses d'animaux d'élevage, autrefois laissées aux vautours par les éleveurs. On a entendu les vaches qui gueulaient. Cette famine provoque des incidents dans les troupeaux. Parfois trop affamés, les vautours n'attendent plus la fin de la mise bas pour s'approprier le placenta. Cette vache qui gueulait, qu'on entendait gueuler, c'était la vache qui, les vautours lui
je ne sais pas, l'attaquer, ils étaient dessus. On voyait Pourquoi le sang. sur cette vache? Parce qu'elle devait véler, parce qu'il y avait un petit veau. Une trentaine de signalements par an, l'exaspération monte. La directive du jour au lendemain, on ne nourrit plus, mais ces animaux sont là. Il faut bien qu'ils se nourrissent quelque part. Mais si on ne peut pas prendre des décisions immédiates après 3 ou 4 ans de constat maintenant, où nous savons parfaitement ce dont ils retournent, eh bien, ça va se terminer beaucoup plus gravement. Nous sommes en Espagne, en Aragon, où nichent la plupart des vautours. Ces protecteurs de la nature veulent nous montrer la famine des oiseaux. Une nuée anormale de vautours est attirée, puis une multitude arrive encore alors que toute nourriture a disparu, colère de leurs protecteurs face à l'indifférence des pouvoirs publics de France et d'Espagne. Nous sommes dans un parc naturel. Un parc naturel, c'est en place pour conserver la nature. Et très triste que dans un parc naturel, on doit faire ça. On aimerait qu'il y ait un assouplissement de cette directive européenne de manière à ce que le pastoralisme extensif ait le droit de nouveau de laisser les carcasses. Il y a urgence car les vautours des Pyrénées sont parmi les derniers d'Europe. Les sports, on en vient à l'Euro 2008. Encore une belle victoire pour le Portugal qui s'est imposé il y a quelques instants face à la République tchèque. 3-1. Christophe Duchiron. À l'Euro 2008, les supporters portugais ont une équipe au poil. C'est donc avec un poil de chance que le Portugal, pour l'occasion en blanc, ouvre le score après 20 minutes de jeu grâce à Deco, qui profite des largesses de la défense adverse, 1-0. En face, ce n'est pas parce que ce Tchèque a une tête de clown qu'il supporte une équipe de comiques. La preuve sur un corner, les Rouges égalisent sur une tête de Sionko, 1-1. Un vrai match de foot avec du rythme, des occasions et des buts. En deuxième période, le Portugal prend l'avantage quand Deco offre un bon ballon à Cristiano Ronaldo, 2-1. Dans les arrêts de jeu, servis sur un plateau en argent, Quaresma ajoute un troisième but. On peut dire qu'au comptoir des favoris, les Portugais sont de sacrés clients. Qu'est-ce qui est jaune et bleu, qui agite les bras par milliers, qui a les paumes toutes rouges à force de frapper dans ses mains? Des supporters suédois qui font bravo après la victoire de la Suède. Une belle victoire 2-0 devant la Grèce et un but qui mérite un premier prix de beauté. C'est le but d'Ibrahimovic en deuxième période. C'est pur, c'est précis, c'est technique, c'est puissant et c'est en toute logique au fond des filets. En comparaison, le deuxième but est une horreur, mais c'est un but qui compte quand même. C'est confus, c'est petit, c'est peu académique. C'est Hansson, les Suédois, qui marque du genou et la Suède lève les bras. Et du côté des Français, Raymond Domenech s'est interrogé tout à l'heure sur la composition de l'équipe qui affrontera les Pays-Bas vendredi prochain. Les Bleus se sont entraînés à huis clos aujourd'hui et selon nos envoyés spéciaux Manuel Tissier et Mathieu Birden, il pourrait y avoir plusieurs changements. Thierry Henry serait titulaire à la pointe de l'attaque, Benzema sur le banc serait remplacé par Sidney Govou, Vieira toujours fragile pourrait ne pas jouer. Tout cela, bien sûr, à confirmer dans les heures qui viennent. Un mot de cyclisme, le Belge Tom Boonen, vainqueur cette année de Paris-Roubaix et maillot vert du Tour de France 2007, est écarté du Tour 2008. Le coureur a été contrôlé positif à la cocaïne il y a quelques jours. Cinéma, vous vous souvenez peut-être du Sixième Sens, un thriller un peu mystique qui avait connu un grand succès. Eh bien, le nouveau film de son réalisateur Night Shyamalan sort ce mercredi sur les écrans. Il s'appelle Phénomène et on reste dans la même veine. Pascal Deschamps, Guillaume Michel. Cela fait 8 ans que ce beau gosse, né en Inde, nous terrorise. 8 ans qu'il caracole en tête du box-office avec des films qui font la part belle au surnaturel. Cette fois, les hommes sont attaqués par une toxine qui les pousse à faire de drôles de choses. La première phase est la perte de la parole. La deuxième phase est la désorientation physique. La troisième phase est fatale. Le héros qu'on aimerait bien voir survivre, c'est lui. Mark Wahlberg joue un professeur de sciences qui s'aperçoit qu'il n'a pas toutes les réponses. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dès le début du film à Central Park, j'étais terrifié. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, en sortant, le ciel se couvrait de nuages, le vent soufflait, ma petite amie me tenait la main, c'était dingue. Pourquoi vous vous arrêtez? Vous pouvez pas nous laisser ici. Monsieur, on a perdu le contact. Avec qui? Tout le monde. Le cinéma de Night Shyamalan ne vise pas l'horreur pure. Il filme des situations simples, ordinaires, porteuses d'anxiété, sans avoir recours à des effets spectaculaires.
Ça ressemble aux classiques des années 50, les films de science-fiction, les films paranoïaques. Mes racines puisent dans ce cinéma-là, j'aime ce style. Par exemple, j'ai été très influencé par les oiseaux d'Hitchcock. Comme Godzilla, le dragon japonais qui dénonçait la bombe atomique, ce phénomène a un message, mais le dévoiler vous priverait d'un immense plaisir. Alors on ne dira rien. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Bernard Thibault aurait été la cible d'une tentative d'espionnage. Le dirigeant de la CGT a porté plainte aujourd'hui après la découverte de matériel électronique dans sa voiture garée dans son garage. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50, le premier épisode d'une grande saga en 4 parties, le sanglot des anges, avec notamment Ruggiero Raimondi et Marthe Keller. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.